Bonjour à tous, bienvenue sur cette première conférence d'ouverture de la deuxième journée à Renault Days. Un programme dense puisque nous avons un programme et une étude à vous présenter qui a été à l'initiative du 3CA BTP et en association avec Batiweb qui est un média d'information auprès des industriels et des prescripteurs du marché. Une attente forte. Comment accélérer la rénovation énergétique, cette fameuse rénovation énergétique dont tout le monde parle et qui est absolument stratégique pour notamment plusieurs raisons et qu'on va évoquer aujourd'hui, et notamment une vision très pratico-pratique permettant de se poser la question comment on accélère la rénovation énergétique avec une vision plus locale et notamment en comparant la région Île-de-France et la région PACA. Voilà, un enjeu, comment on répond aux besoins croissants des entreprises, notamment dans les compétences recherchées. Voilà le sujet qui va être traité aujourd'hui. Pour ce faire, un certain nombre d'intervenants, si la slide passe, sinon la régie technique, je n'arrive pas à passer la slide après. Voilà, ça c'est la magie du direct. Alors, on va attendre 2 petites minutes. Ça marche, impeccable, merci à vous. Pour ce faire, quatre intervenants. Elisabeth Dubuget, chargée de mission énergie à la région Île-de-France, qui va nous faire des retours d'expérience et notamment sur cet aspect local et ce retour d'expérience. Jonathan Salmon, secrétaire général de la CAPEB Île-de-France, qui va lui aussi avoir la vision côté professionnel et artisan et notamment sur des problématiques de besoins et de compétences. Franck Lenualec, qu'on ne présente plus, directeur marketing du 3CA BTP, et moi-même, Gaëtan Avenir, directeur marketing de Batiweb. Voilà. Sans plus attendre, je passe la parole à Franck pour commencer à regarder cette étude, cette fameuse étude Renault Boost. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche et voilà. Merci Gaëtan, donc vraiment très heureux de pouvoir être ici aujourd'hui pour présenter ce programme qui est un programme ambitieux qui est né il y a un peu plus de 24 mois et qui est un programme filière, donc un programme collaboratif des branches du BTP. C'est une première. C'est une première aujourd'hui que les branches du BTP se mobilisent ensemble pour arriver à prendre à bras-le-corps le sujet des compétences, le sujet des problématiques de recrutement à horizon 2035-2040 pour dès maintenant prendre le bon cap sur les dispositifs d'attractivité, dispositifs de formation, et vous le verrez tout à l'heure, passer d'un stade plutôt prospectif à un stade prédictif avec des données qui sont territorialisées. Et la première, la spécificité de ce programme, c'est que nous partons des réalités territoriales, on verra tout à l'heure, pour arriver à une vision consolidée au niveau national. Pour ça, 2 phases, sur analyser et agir, mais 2 phases qui interviennent à ce moment-là. Comment étaient structurées ces deux phases, Franck? Et ensuite, Jonathan Salmon nous fera un retour effectivement sur l'intérêt qu'il y voit d'avoir cette vision très très localisée via Renault Boost. Alors oui, deux phases qui sont essentielles. La première, c'est de bien comprendre, de bien analyser. Alors vous allez me dire, finalement, c'est ce que l'on fait tous à chaque fois, c'est des études. Sauf que là, la particularité, c'est que c'est du dynamique. C'est que nous sommes partis de réalités, je le disais à l'instant, des réalités économiques, des réalités sociétales, du pouvoir d'achat, des matériaux disponibles, des enjeux locaux. C'est-à-dire que nous descendons jusqu'au niveau du département et ensuite de raconter l'histoire. Et c'est ça qui est nouveau, c'est que nous partons sur des scénarios prospectifs, prédictifs, qui vont être actualisés chaque année. Quand je dis qu'ils vont, c'est qu'aujourd'hui, nous avons modélisé l'ensemble des 16 régions, y compris les départements et régions d'outre-mer, pour arriver à avoir une vision fine et faire des parallèles, comme on a fait aujourd'hui, c'est ce qui est intéressant, entre des régions qui, à première vue, n'ont pas de similitude entre eux. Je vais prendre la Réunion, par exemple, avec des enjeux sur
le bâti tropical, avec l'élévation du niveau de la mer, l'élévation des températures, et puis l'arc méditerranéen, par exemple. Et à notre connaissance, ça n'a jamais été fait. On n'a jamais eu cette vision à la fois locale et à la fois une mise à jour régulière de ces données pour voir l'évolution dans le temps. Non, ça n'a jamais été fait. Ça n'avait jamais été fait ni par un observatoire, ni par un acteur spécifique. Hein. Et la particularité, la deuxième particularité, c'est la deuxième étape, c'est la phase d'agir. C'est bien de faire des scénarios, mais c'est encore mieux de les mettre en œuvre. Et c'est encore mieux d'utiliser toute la compétence, la force de frappe de la filière du BTP, des acteurs dans les régions, pour mettre en œuvre des stratégies territorialisées, je dirais même des tactiques locales d'attractivité sur les métiers, de mise en place de formation. Vous savez toutes et tous que la formation aujourd'hui, eh bien, c'est essentiellement l'éducation nationale avec les diplômes. Là, nous travaillons sur le dernier kilomètre de la formation, qui va faire que, eh bien, nous aurons la formation qui correspondra parfaitement aux besoins des entreprises. Nous passons d'une ère industrielle où nous produisons de la formation et ensuite nous cherchons eh bien, les marchés qui vont bien. Là, nous partons des réalités économiques, technologiques et métiers pour ensuite designer la formation qui va bien. Donc c'est une étude évidemment qu'on a préparée en amont, notamment 3CA BTP, qu'on a échangé, et notamment entre autres avec la CAPEB. Jonathan, vous qui avez déjà eu connaissance de ces résultats qu'on va dévoiler aujourd'hui, quels sont les apports de RenoBoost pour la CAPEB Île-de-France et pour vos adhérents? Alors, tout d'abord, merci de me laisser partager la vision des entreprises artisanales du bâtiment. Qu'est-ce que ça apporte? Simplement, beaucoup de clarté pour les entreprises, parce que ça leur permet de mieux se situer. Ça permet aussi qu'on les voit mieux aussi sur le marché. Parce que souvent, les entreprises artisanales, tout le monde sait qu'elles existent, mais personne ne les voit. Donc là, ça permet effectivement ça. Et puis, ça leur permet aussi de travailler la fameuse montée en compétences, qui là prend une vraie... je vais prendre un mot un peu barbare, mais une vraie concrétude. Voilà. Très bien, très bien. Analyse des logements à rénover énergétiquement. Donc vous allez voir qu'on va rentrer beaucoup plus dans le détail sur ces fameuses classes énergétiques qui causent des tracas un peu à tout le monde, avec des mouvements souvent réguliers de la part des pouvoirs publics. Mais finalement, comment ça marche? Et quand on compare la région Île-de-France à la région PACA, Franck, les différences que nous voyons, elles sont de quelle nature? Alors, les différences, on voit bien qu'il y a, on va dire, un poids du collectif qui est différent. Il y a quand même un certain écart, on peut le mesurer, une vingtaine de %. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que nous avons deux régions qui sont un peu similaires. C'est-à-dire qu'il y a de grandes villes, on a Marseille, Paris, qui sont deux villes très urbanisées, qui ont des problématiques différentes, mais qui au final doivent les gérer de la même manière. C'est-à-dire qu'on va avoir Marseille, où nous avons les fameuses bouilloires thermiques, et puis les passoires thermiques en Île-de-France. Et donc là, nous allons le voir tout à l'heure, il y a une nécessité d'appréhender la rénovation énergétique, pas simplement au niveau du bâti, mais au niveau systémique, au niveau des voies de circulation, au niveau de l'urbanisme. Donc une bonne rénovation passera naturellement par un travail sur un quartier et pas sur un bâtiment. Donc ça, c'est un élément qui est important, et on le verra tout à l'heure ensuite par rapport aussi à la façon de le traiter, par rapport à l'âge du bâti, par rapport aux typologies. Donc il y a, je le disais tout à l'heure, des différences qui sont prégnantes, mais il y a aussi une certaine convergence au niveau des métiers, mais pas les mêmes compétences. Et Elisabeth Dubuget, il y a des spécificités, notamment sur le parc francilien. En quelques chiffres, quelles sont ces spécificités? Alors effectivement, le parc francilien a de nombreuses spécificités, aussi bien au niveau du tertiaire que du résidentiel. Le parc tertiaire francilien est le premier parc national, le plus important. Il représente 25% des surfaces tertiaires au niveau national, et de même pour le résidentiel, avec les pratiquement 6 millions de logements. On est également le premier parc résidentiel national, ça représente 16% du parc français. Les spécificités, c'est que alors là je vais vous parler plutôt du parc résidentiel, le parc tertiaire, j'y reviendrai un peu plus loin dans la présentation.
Le parc résidentiel, il consomme 35% des consommations d'énergie de la région. Donc c'est un des premiers postes de consommation et 25% des émissions de gaz à effet de serre. On a 89% de résidences principales, c'est une spécificité par rapport à la France, c'est 7 points de plus. Et la moitié de ces résidences principales sont occupées par des locataires. Et là, c'est quasiment 10 points de plus qu'au niveau national. Et ça a déjà été mentionné, mais on a à peu près les 3/4 des logements qui sont des logements collectifs. Et ça, c'est de l'ordre de 30 points de plus qu'à l'échelle nationale. Donc, c'est vraiment des spécificités régionales. Autre spécificité vraiment importante, c'est que 46% des bâtiments, qu'ils soient résidentiels ou tertiaires, sont situés dans des périmètres protégés, donc soumis à des avis simples ou conformes des architectes des bâtiments de France. Et ça a un impact fort sur les projets de rénovation. En termes de densité urbaine, la chance de l'Île-de-France, c'est justement sa densité urbaine. Ça permet d'avoir des logements qui sont un peu moins consommateurs. Les logements collectifs consomment moins qu'une maison individuelle. Mais par contre, ça implique une plus grande vulnérabilité aux pics de chaleur. Et on le voit de plus en plus dans les épisodes de canicule. On a un nombre d'îlots de chaleur en Île-de-France qui est vraiment important. Et donc, c'est un sujet vraiment à traiter. Et je voulais juste, en dernier point, revenir sur les revenus des ménages. Alors certes, sur la slide, ils sont plus élevés qu'en région PACA, mais en fait, en Île-de-France, il y a de très très fortes disparités. Et je voulais vous donner, alors ce n'est pas vraiment les revenus des ménages, mais je voulais quand même vous donner une image. L'Observatoire national de la précarité énergétique estime que sur la communauté d'agglomération du Val d'Europe, dans l'est de la région, il y a 7% de la population qui est en situation de précarité énergétique. Mais sur la communauté de communes du Pays de Montereau, on est à 20%. Et donc on se rend compte qu'il y a vraiment de très très fortes disparités en Île-de-France. Voilà. Et sans doute des nécessités de s'adapter, puisque comme vous le disiez, on ne rénove pas un immeuble haussmannien à Paris avec des contraintes effectivement liées au bâtiment de France, comme un immeuble des années 50 ou 60 dans d'autres régions. Alors, une vision maintenant sur effectivement les classes énergétiques et qui vont comparer, après toutes les données qu'on va voir, qui vont comparer systématiquement l'Île-de-France et PACA. Qu'est-ce que, Franck, comment on commente ces résultats ? On voit bien que il y a aujourd'hui, nous avons pris l'ensemble du classement des PE pour imaginer les scénarios que l'on a dessinés et que vous verrez tout à l'heure. Donc on voit qu'il y a une partie conséquente du bâti qui est en passoire thermique, avec des conséquences, on le verra tout à l'heure, en termes d'action, en termes de mise en œuvre, en termes de métiers à déployer, et puis surtout en termes de nombre de logements. Alors je ne vais pas, on va dire, déflorer le sujet avant le slide de tout à l'heure, mais on voit qu'il y a un enjeu fort, aussi bien sur l'habitat individuel, donc sur la fameuse maison 4 murs, que sur l'habitat collectif en zone très urbanisée. Elisabeth Dubuget, passoire, bouilloire thermique, ces termes reviennent beaucoup, mais finalement, quelle est la politique régionale d'adaptation sur ce sujet-là ? Alors effectivement, en Île-de-France, on parle beaucoup de passoires thermiques, mais bien souvent, c'est aussi des bouilloires thermiques. Et donc avec le dérèglement climatique, on a de plus en plus de problématiques en période chaude, en période estivale. La région s'est dotée d'une stratégie d'adaptation au changement climatique, et donc elle accompagne et soutient financièrement la création d'îlots de fraîcheur, la végétalisation, la désimperméabilisation, et entre autres aussi la renaturation des berges. Là, on est plus sur les problématiques du risque d'inondation. Mais voilà, il y a vraiment une politique très forte qui est portée par nos élus pour adapter la région le plus vite possible à ces pics de chaleur. On va commencer maintenant à évoquer les bilans des axes, notamment en matière de massification de cette rénovation énergétique. 3 classes, Franck. Pourquoi celles-ci ? Comment on les a imaginées ? Et puis à quoi elles vont nous servir dans le temps ?
Pourquoi ces trois classes? Parce qu'en fait, il y a, vous le voyez au niveau des mots qui ont été choisis pour ces différents scénarios, il y a un enjeu fort donc, de remédier à un problème. Un risque avéré, c'est même pas un risque, c'est un état de fait. Donc là, il y a les passoires thermiques à rénover fortement, donc avec obligation de l'État également. Donc là, c'est le sujet principal à traiter. Ensuite, quand on parle de massifier, donc on est sur ces deux catégories limitrophes qui sont à anticiper, donc dans l'anticipation avant qu'elles deviennent des passoires thermiques. Et donc, je dirais que c'est le plus gros du vivier aujourd'hui à traiter, et c'est ce qui va nécessiter le plus de main-d'œuvre. Après, je dirais le reste, nous, on est plutôt sur l'éducation, sur de l'acculturation. On est plutôt sur un travail à faire au niveau des ménages pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Donc, et c'est intéressant aussi parce que là, j'en profite sur ce slide-là, c'est que l'acte de rénover n'est pas simplement drivé par le fait de moins consommer de l'énergie. C'est l'acte de rénover, c'est je rénove parce que ça m'apporte du bien-être. Et donc, on le voit bien que ces deux classes, ces deux scénarios, scénario 3 et scénario 1, entre massifier et ajuster, eh bien, ça va se faire en travaillant sur la perception de la rénovation énergétique. Et un ménage qui doit mettre 70 000 € pour la rénovation de son bâtiment ou de son habitat, eh bien, va le faire parce qu'il y voit un intérêt au-delà d'un intérêt purement énergétique. Alors, on a un besoin qui est très fort côté particulier, en logement collectif, en logement résidentiel. On a évidemment besoin d'entreprises pour rénover. Jonathan Salmon, au regard de ces trois classes-là, comment les entreprises artisanales abordent-elles la rénovation énergétique? Par le chantier. Comment elles l'abordent? C'est assez simple, c'est qu'elles ont conscience qu'elles ont un vrai rôle à jouer. Évidemment, par rapport aux différents scénarios, si on part de massifier, elles ont leur rôle, j'ai envie de dire, d'entreprise classique, ouvrière, voilà. Et puis en même temps, elles ont jusqu'au bout leur intérêt de leur spécificité, de leur qualité, et de faire valoir la différence d'une entreprise artisanale par rapport à une entreprise lambda. Voilà, donc c'est vrai que, et je rejoins Franck, rénover, c'est pas juste rénover pour moins consommer. Alors, bien sûr, hein, et plan climat, on est bien d'accord, mais on rénove, enfin tout le monde rénove pour aller chercher du confort. Et le confort, il ne se traduit pas uniquement sur la facture énergétique à la fin. Voilà. Et pour nous à la CAPEB, le plus important, c'est bien d'expliquer aux entreprises que dans ce genre de programme, elles ne doivent pas se remettre en question. Au contraire, elles viennent apporter toute leur valeur ajoutée. Voilà. Un mot peut-être sur l'évolution des labels. Le fameux label RGE, de plus en plus, vous avez des entreprises qui y souscrivent, vous accompagnez des entreprises qui n'ont pas ce label pour qu'elles puissent l'obtenir. Comment ça se passe aujourd'hui? Et est-ce que finalement, ça fait un gros critère de différenciation? J'adore cette question. Il y a beaucoup de questions dans votre question. Est-ce que ça fait un grand critère de différenciation? Oui. Oui pour le client, oui pour les partenaires financiers, oui pour les entreprises en elles-mêmes. Elles se démarquent comme ça. Alors on va pas refaire les débats sur les différents labels. Ce qui est sûr, c'est que nous, de toute façon, à la CAPEB, on défend effectivement l'intérêt de ces labels, parce que c'est pas forcément pour emmener les entreprises à être meilleures. Évidemment, ça sert à ça, mais c'est aussi pour démontrer qu'elles le sont déjà, et qu'elles le fassent savoir, le fassent connaître. On parle souvent de savoir-faire, mais il faut aussi faire savoir ce qu'on fait. Voilà. Et donc nous, à la CAPEB, on les accompagne au quotidien, tant pour la formation que pour la qualification avec les partenaires, comme ce monsieur, mais d'autres partenaires comme Calibat et j'en passe et des meilleurs. Et ça permet aux particuliers qui rénovent de s'assurer que l'entreprise qu'elle a face à lui a bien les compétences et qu'elle a acquis. Oui, et puis nous, ça nous permet aussi derrière de développer des outils qui sont spécifiques pour l'accompagnement, pour la gestion de l'entreprise. Voilà, et c'est vrai que comme on est en première ligne au niveau PACA ou au niveau Île-de-France, oui, on se doit
C'est les formules bateau, je suis désolé. On se doit d'être les meilleurs, d'être les plus exemplaires possibles par rapport à tout ça, et donc d'inventer sans cesse des nouveaux schémas, des nouveaux outils, encore une fois, pour permettre aux entreprises de performer. Voilà. Elisabeth Dubuget, quels sont les enjeux aujourd'hui pour finalement passer à l'acte, l'acte de rénover? Pour compléter ce qui vient d'être dit, hein, effectivement, une rénovation énergétique en soi, ça n'existe pas vraiment. Ce n'est pas le fait générateur du passage à l'acte des travaux. En général, les travaux, ils sont plutôt, lorsque c'est des travaux d'ampleur, des rénovations globales, c'est plutôt au moment où on achète un nouveau logement qu'on se lance dans des rénovations d'ampleur. Et puis sinon, le fait générateur, c'est plutôt ma facture d'énergie, elle devient vraiment importante, j'ai du mal à la payer, qu'est-ce que je pourrais faire pour la réduire un peu? Ou bien j'ai besoin de refaire la déco chez moi et je vais en profiter pour faire un peu d'isolation. Ou encore pour les personnes âgées, hein, souvent quand il y a des travaux d'adaptation au vieillissement du logement, on en profite pour faire une petite cellule particulièrement bien isolée pour qu'elles aient un espace dans le logement qui soit confortable en toute saison. Et là aussi, on retrouve des labels d'ailleurs. Oui, tout à fait. Si on avance un peu plus, Franck, quand on compare effectivement l'Île-de-France et PACA, on a des spécificités entre les logements collectifs, de part et d'autre. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire effectivement de cette massification, de cette étape, de ce scénario 1? Ce scénario 1, on voit bien que nous avons, alors à quelques années près, entre 50, 70, 45, 70, on voit bien que nous avons à traiter, et je dis bien à traiter des bâtiments qui sont dans ces terres de l'habitat collectif que l'on a pu retrouver. Alors d'ailleurs, c'était assez surprenant quand on a été à La Réunion, même Réunion ou dans les autres DROM, c'est qu'on voit bien que le modèle de la France métropolitaine a été complètement appliqué sans aucune distinction à l'ensemble de ces territoires, et on se rend compte que c'est une aberration. Donc on a l'ensemble de ces bâtiments-là à traiter, massifier sur le champ de la rénovation, parce qu'aujourd'hui, ils sont aussi bien confortables l'été que l'hiver. Donc il y a un sujet, et même si ces bâtiments-là ne sont pas des passoires thermiques, il y a nécessité à prendre les devants pour éviter d'être dans l'urgence, comme le disait Madame Dubuget. Elisabeth Dubuget, un exemple d'une copropriété dans le 12e, il y a un retour d'expérience très intéressant. Oui, alors il s'agit d'un bâtiment qui a été accompagné par l'Agence parisienne du climat, qui porte un espace conseil France Rénov'. C'est un bâtiment des années 1965, 66 logements. Avant travaux, la consommation était de 312 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an, une chaudière fuel et un DPE E. Ils ont fait donc des travaux d'isolation des murs par l'extérieur, isoler la toiture, remplacer les menuiseries, passer à des chaudières gaz et installer des systèmes de ventilation. Les travaux ont réduit la consommation de 72%. On est passé après travaux à 87 kWh par mètre carré et par an, et un DPE B. Et le coût des travaux a été de l'ordre de 26 000 € par logement. Finalement, un gain vraiment sur la classe énergétique, un investissement, mais finalement un investissement rentable. Exactement. Deuxième classe, remédier. Franck, là, on voit des différences, et ces deux classes qui sont particulièrement scrutées, puisque les F et G sont les passoires énergétiques ou les bouilloires thermiques, mais voilà. Oui, alors là, tout à fait. Donc, on se rend compte que il y a à la fois l'habitat collectif et l'habitat individuel à traiter. Donc là, nous sommes dans une réflexion globale au niveau du bâtiment, dans l'intra comme dans l'interbâtiment, comme on l'évoquait à l'instant. Et puis, c'est d'avoir pour justement éviter une reproduction de ces passoires thermiques à court terme, c'est d'embarquer la réflexion au niveau d'un quartier. Et on voit bien que ces sujets-là sont essentiellement prégnants dans les cœurs de ville, et dans ces bâtiments qui sont très anciens. Je te vois acquiescer, Jonathan, peut-être quelques éléments à partager.
Oui, parce que comme le disait Madame, c'est rénover, c'est pas juste pour soi. Voilà, on parle de collectif. Rénover au niveau d'un quartier, ça sous-entend beaucoup plus de choses que des simples logements. On va parler forcément d'activités tertiaires à l'intérieur. Moi, j'aime bien raisonner quand on parle de Paris avec le R0, avec le commerce, le R+1, potentiellement des bureaux, et puis après, on va monter et on va avoir des logements. Et effectivement, l'usage de ces bâtiments sont différents au fur et à mesure de la journée. Et pour autant, chacun va consommer, produire de l'énergie. Voilà, direct ou indirect. Et pour autant, aujourd'hui, on n'a pas forcément encore cette réflexion dans l'acte de rénover, de dire il faut utiliser la production, l'autoproduction en quelque sorte du bâtiment pour pouvoir être en autoconsommation. Elisabeth Dugé, en quelques mots, parce que je vois que le temps passe, mais un exemple d'une autre copropriété, pas très loin du 12e, le 13e arrondissement. Toujours accompagné par l'Agence parisienne du climat. Donc là, il s'agit d'un bâtiment construit en 1889, 48 logements. Avant travaux, 530 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Après des travaux d'isolation des murs, des combles, du plancher bas, le remplacement des menuiseries, l'installation d'une ventilation et des travaux sur l'éclairage des parties communes, le gain a été de 58% et on est tombé à 226 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an, pour un coût d'environ 9 000 € par logement. Je voudrais juste rajouter un petit mot en complément de ce qui a été dit avant, c'est que sur le résidentiel, la dynamique de réduction des consommations d'énergie en Île-de-France, elle est enclenchée. On sait qu'entre 2005 et 2022, la consommation a baissé de 28% et les émissions de gaz à effet de serre de 49%. Donc c'est enclenché, il faut amplifier, mais c'est bien enclenché. Ce qui n'est pas du tout le cas sur le tertiaire. Sur la même période, sur le tertiaire, les consommations ont augmenté de 6%. Donc il y a un énorme enjeu en Île-de-France sur le résidentiel, mais aussi sur le tertiaire. Troisième classe ajustée, là aussi, Franck, des différences très fortes. C'est quasiment du simple au double, plus que du simple au double entre PACA et Île-de-France. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a cet effet méditerranéen sur PACA, avec un réchauffement très fort, et donc on se rend compte que le bâti, même les bâtis récents, n'ont pas intégré cette élévation rapide de la température. Donc on voit qu'il y a véritablement une action d'ajustement du bâti dans les prochaines années, et on le verra, ça va continuer en s'accroissant. Donc ça représente une part non négligeable du bâti vis-à-vis par rapport à l'Île-de-France, qui aujourd'hui a été isolée contre le froid, et on se rend compte que les matières isolantes ont pu aussi être, on va dire, utiles dans le cadre de l'impact sur la chaleur. Et peut-être aussi un impact des bâtiments protégés, notamment bâtiments de France. Dans la région Île-de-France, il y a effectivement beaucoup de régions concernées qui peuvent ralentir potentiellement aussi la rénovation de ces logements collectifs ou logements individuels. Comment on se projette à l'horizon 2025 finalement, Franck, voilà, des simulations de scénarios, voilà, comment on les lit et qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors, ce qu'il faut retenir, ce sont les chiffres à gauche, donc les objectifs annuels, de référence annuelle, en termes de logements à rénover au global. Et nous avons 3 scénarios. Donc le premier scénario, qui est le scénario très ambitieux, alors ce scénario-là ne tenait pas compte du stop and go du gouvernement sur ma prime rénov'. Donc bon, on peut... Voilà, il est au-delà des ambitieux, il est impossible, très clairement, on va dire les choses simplement. Ensuite, il y a la trajectoire verte, qui est la stratégie nationale bas carbone, avec une décarbonation à horizon 2050. Et puis ensuite, il y a le scénario qui était tendanciel, mais qui devient un scénario le plus crédible, qui est celui que l'on a choisi, qui nous permet d'avoir une asymptote à horizon 2043, 2044 versus 2030,
oui, 2032 pour le scénario ambitieux. Donc nous travaillons actuellement, quand je dis nous travaillons, c'est nous travaillons avec les organisations des branches, avec les organismes de formation, pour faire en sorte d'avoir les bonnes compétences qui montent à bord d'ici à 2045. Alors 2045, ça peut paraître loin, mais rappelons un chiffre qui est à avoir en tête. Former un professionnel compétent, c'est minimum 4 ans. Donc 4 ans, c'est 2030 à ce stade. Donc, Jonathan Salmon, pour tenir ces scénarios, finalement, il y a des sujets liés à la compétence, il y a des sujets liés aux aides, à plus ou moins à dépendance aux aides, et puis il y a les sujets liés au recrutement. Quelles sont les difficultés aujourd'hui que vous constatez, les difficultés, s'il y en a, rencontrées? Alors, concernant les aides, je pense qu'on ne va pas refaire tout ce qui s'est déjà dit hier ou tout ce qui se dit en ce moment. Je pense que voilà, la chose est entendue. On verra dans les heures, jours. Voilà, je vais pas. Bref, on va laisser ça aux spécialistes. Néanmoins, il n'y a pas que les aides qui permettent de financer des travaux. Il y a d'autres systèmes qui, eux, compétences et recrutement notamment. Alors, pour voilà, former les jeunes. Compétences. Je pense qu'il y a des dispositifs qui existent et qui sont là et qui sont performants à travers le 3CA, à travers les CFA qui aident. Les CFA, on rappelle, enfin, peut-être que c'est nécessaire, mais ce n'est pas uniquement de la formation initiale, c'est aussi de la formation continue. Voilà. Sur le recrutement, alors je vais dire un truc très, très, très idiot, mais quand vous avez des chantiers, vous recrutez. Voilà, et donc vous arrivez à recruter. Donc déjà, il va falloir commencer, non pas par recruter, mais pour trouver des chantiers. Parce que même si effectivement il y a une prise de conscience des différents politiques, que ce soit nationaux ou territoriaux, l'ouverture des chantiers, la mise en œuvre, le lancement des chantiers, ça a du mal à venir. Donc si on n'ouvre pas de chantier, on ne recrutera pas. Voilà. Même si on a toutes les compétences qui sont... voilà. Aujourd'hui... on passe dans la phase 2 de Rénoboost, on est dans la phase agir, ça veut dire ce que ça veut dire. Pour nous, donc c'est important qu'on rentre dans cette phase et qu'on passe réellement à l'action, malgré les freins politiques qui sont autour de nous. Nous, on ne baisse pas les bras, on veut continuer comme ça et on veut massifier, on veut... voilà, ouais. Et pour nous, dernière petite chose, parce qu'on a souvent l'image de l'entreprise artisanale qui est l'entreprise familiale où il y a 2-3 personnes et qu'on ne peut pas s'attaquer à des chantiers où il y a 60 logements. C'est faux. Il faut arrêter avec ça. L'entreprise artisanale, aujourd'hui, elle est capable de se grouper avec d'autres entreprises artisanales pour répondre à des plus gros marchés. Nous, on les accompagne à faire ça. On leur donne les moyens juridiques, techniques de le faire. Donc oui, on est là aussi pour ce type de chantier. Alors même s'il y a un sujet sur les aides, on ne va pas revenir dessus avec l'actualité gouvernementale, les politiques d'aide d'État qui changent très régulièrement, qui créent beaucoup d'instabilité. Néanmoins, Elisabeth Dubuget, qu'est-ce que nous avons réalisé en nombre de rénovations aidées, recensées en 2024? Et si vous avez peut-être quelques chiffres sur le début de l'année 2025, peut-être que c'est un peu prématuré, mais c'est peut-être plus pour 2024. Voilà, mais ça. Pour mettre en perspective les chiffres qui sont sur la slide, en 2024, les rénovations aidées, donc c'est celles qu'on sait compter, il y a tout un tas de rénovations qui passent en dessous des radars parce qu'il n'y a pas d'aide financière et donc on ne sait pas les comptabiliser. En Ile-de-France, il y en a eu 34 000 donc en 2024 et elles sont principalement portées par les bailleurs sociaux et par les copropriétés. Et juste pour rebondir sur les aides, les bailleurs sociaux et les copropriétés n'ont pas été concernés par la fermeture de MaPrimeRénov', qui n'était que pour les maisons individuelles. Qui est intervenu depuis le mois de juin 2025. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Il faut être concret aussi, parler métier, parler des attentes, Franck. Finalement, on a des différences quand même relativement notables, même s'il y a quand même, notamment sur l'assistance à maîtrise d'ouvrages en énergie, des positions qui sont quasiment similaires. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ces besoins en matière de métier ?
Ce qu'on peut voir, c'est que bon, il y a des métiers qui sont, je le disais tout à l'heure, il y a de grandes similitudes entre les régions. Donc là, il y en a entre PACA et Île-de-France, mais il y en a entre ces deux régions et les autres. Donc on voit bien que l'AMO Énergie, l'AMO coordinateur de travaux, c'est un élément essentiel. D'ailleurs, cet après-midi, il y a une présentation du titre chargé d'affaires rénovation énergétique du bâtiment. Ce n'est pas pour rien, parce qu'on sait aujourd'hui qu'au-delà des expertises métiers, il y a aussi cette notion de coordination de travaux qui est extrêmement importante. Et donc ça fait partie d'une approche systémique de la rénovation et ça fait partie également d'un meilleur décloisonnement des métiers. Et de passage d'une ère où je prends l'électricien, parce que j'ai un peu ce passé-là, de se dire, bon, je livre une installation et je ne reviens plus. Maintenant, c'est je livre une installation et je dois faire évoluer l'installation pour qu'elle intègre les énergies renouvelables, etc. Et donc, on est bien dans cette stratégie au long cours. Ensuite, il y a des métiers comme étancheur et façadier qui vont être liés aux typologies du bâti, à la spécificité architecturale. On voit qu'en Île-de-France, nous avons plutôt à étancher, à étancher le bâtiment, alors que en PACA, ça va être plutôt sur de l'ITE, ça va être faire appel à ces métiers-là. Mais je tiens à dire, je vois le temps qui passe, les métiers, c'est une chose, la compétence est un autre élément extrêmement important. On peut avoir les mêmes métiers avec des compétences différentes. Jonathan Salmon, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Franck, Oui. j'imagine, de Oui. compétences métiers, mais Oui. peut-être Oui, quelques totalement. mots sur la fin de cette conférence sur ce sujet-là. Compétences métiers non, mais oui, je suis totalement d'accord. C'est vrai que c'est pas parce que deux entreprises font le même métier que les compétences à l'intérieur sont les mêmes. Non, ça dépend effectivement de son placement marché, oui, tout à fait. Et je rejoins Franck que pour avoir les bonnes compétences, ça se fait malheureusement pas du jour au lendemain. C'est aussi un des soucis des entreprises, c'est que les compétences qui sont à l'intérieur, il faut pouvoir les garder, il faut pouvoir capitaliser dessus et pouvoir les transmettre. Voilà, donc vous voyez beaucoup d'enseignements, une étude qui va être quasiment maintenant un baromètre qui va être porté, publié tous les ans. Donc on va suivre ça de façon très, très régulière. Merci à nos deux intervenants. Peut-être en conclusion, Elisabeth Dubuget, un mot de conclusion finalement sur qu'est-ce qu'il faut retenir et quels sont les enseignements et notamment comment vous l'adaptez à la région Île-de-France. Rénover, réaliser des chantiers, voilà. Exactement. Et c'est vrai que la région Île-de-France est aussi donneur d'ordre en matière de rénovation, puisqu'elle est à la tête de 470 lycées. Et donc elle a voté en 2017 un programme d'urgence pour les lycées, puisqu'une bonne partie de ce parc était dans un état assez catastrophique. Donc il y a eu 6,6 milliards d'euros de votés. Ce plan est en cours de développement et de déploiement et est en phase de réussir ses objectifs. Il y a 1000 entreprises qui travaillent, 5000 salariés qui travaillent sur ces chantiers. Et l'objectif de l'Île-de-France, c'est que d'ici 2028, tous les lycéens franciliens auront soit un établissement neuf, soit un établissement entièrement rénové. Ça c'est très important. Jonathan Salmon, quelques mots. Il y a aussi des artisans qui travaillent sur ces chantiers. Et des artisans qui vont intervenir sur ces chantiers. Jonathan Salmon, quelques mots pour cette conclusion sur cette étude, si vous aviez des choses à rajouter. Sur l'étude, c'est un très beau travail, Franck. Non, alors, je l'ai dit en fait, on passe dans la phase agir. Donc voilà, on va mettre tout le travail qu'il faut derrière. L'étude, elle est claire, on sait où on doit aller, on sait ce qu'on a à faire. Donc voilà, maintenant il faut qu'on se retrouve les manches. Passer à l'acte et passer à l'action. Alors on a dépassé un tout petit peu le temps, mais peut-être une ou deux questions, mais très rapides pour nos intervenants, s'il y en a. Virginie, je te passe le micro. Bonjour, Virginie Krohn, batiweb.com. Moi, j'avais une question par rapport aux territoires d'outre-mer qui ont été évoqués. En effet, c'est une problématique parce que, en effet, les conditions climatiques ne sont pas les mêmes. Vous parliez de la Réunion, mais il y a d'autres exemples de territoires qui sont beaucoup plus sensibles. Je pense à Mayotte. Est-ce que c'est un terrain que vous envisagez, même si clairement
le territoire est très complexe en termes de, ne serait-ce que de logement là-bas, de logement décent. Mais est-ce que c'est, vu que le programme tend à être ambitieux, est-ce qu'il y a l'ambition aussi de couvrir ce territoire-là et trouver des solutions de rénovation, de logement décent sur ce territoire? Alors, la réponse est oui. Nous allons couvrir ce département qui est en reconstruction pour le coup et plus qu'en rénovation. Et nous y allons fin novembre justement pour accompagner des centres de formation, en particulier l'OIDF, qui est le premier centre de formation de Mayotte, sur la mise en œuvre de dispositifs de formation ad hoc sur le sujet. Donc oui. Et si je peux me permettre, effectivement, c'est aussi un cas un peu particulier. Et tout le réseau de la CAPEB est mobilisé pour faire en sorte que la rénovation et la reconstruction de Mayotte se fassent. Oui, ça c'est clair. Voilà, merci à tous. On conclut cette conférence. On a été ravis de vous la présenter et donc au suivi de cette étude de façon régulière. Merci et bon salon à tous.